Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture, et il fait extrêmement chaud. Et l'objectif, ça va être de ne pas fondre devant vos yeux zébobi le temps que je vous présente les dites lectures, qui sont globalement de la SFFF, sauf une romance contemporaine parce que c'est l'été et que c'est la saison. Ce sont également plus ou moins des petites pavasses puisqu'ils font tous plus de 400-500 pages. Et pour certains, c'est des livres que j'ai lus il y a un moment et pour lesquels j'avais reporté à chaque fois l'avis lecture à des vidéos ultérieures. Donc je me suis dit qu'il était grand temps de vous en parler avant d'oublier absolument tout en ce qui les concerne. Comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par les livres qui poireautent depuis un moment et par le livre audio de cette vidéo. J'ai écouté du coup il y a 2 mois maintenant, je crois, Genèse de la Cité de N.K. Jemisin, qui a été publié chez J'ai lu, si je ne dis pas de bêtises, en poche en tout cas, et qu'il me tardait de découvrir puisque j'ai absolument adoré la trilogie de la Terre fracturée de l'autrice que j'ai écoutée l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, et qui avait été une découverte absolument incroyable, tant pour l'audio que j'ai trouvé extrêmement cool que pour l'univers, les idées, la narration qui fonctionnait extrêmement bien. J'attendais impatiemment que celui-ci soit disponible en livre audio parce que je ne savais pas trop si j'avais envie de me lancer dedans en papier. Je l'ai vu très récemment sur Audible et je me suis jetée dessus et ça a été encore une fois une formidable découverte. Et comme à chaque fois pour les romans de l'autrice, j'ai commencer par ne rien comprendre et à me demander ce que j'étais en train d'écouter et ce qui se passait et où on était et qui étaient les personnages et voilà. Et puis plus on en apprenait, plus on rentrait dans l'histoire, plus on voyait tout se construire, toutes les intrigues se nouer et plus je me disais que c'était absolument incroyable, absolument génial et formidablement réalisé. Vraiment, je trouve que l'autrice a un génie fou pour déjà concevoir des univers, des concepts, des personnages extrêmement originaux et les associer à des scénarios et à des narrations qui sortent également de l'ordinaire et qui n'en rendent l'expérience de lecture que plus plaisante. Je ne vais pas vous faire de résumé extensif pour cette lecture parce que je me suis lancée dedans sans trop en savoir et c'était le cas également du précédent récit de l'autrice et c'est ce que je préfère en la matière, donc je préfère vous garder la surprise au maximum. Je vais juste vous donner les quelques informations que j'avais avant de commencer ma lecture, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un roman de fantasy, je savais pas trop s'il y avait de la science-fiction mais fantasy en tout cas avec une touche de magie, et qu'il était question de villes, de mégalopoles et de leur personnification. Voilà, je pense que ça reste assez vague mais assez intriguant, en tout cas moi ça m'avait vraiment extrêmement hypé, et qu'au début du récit on rencontre un personnage qui ne sait pas trop ce qu'il fait là et c'est d'autant plus intéressant à découvrir du coup par ce prisme là. Et vraiment encore une fois ça a été une extraordinaire écoute, une très chouette découverte et il y a vraiment des moments où je me suis juste retrouvée impressionnée par tout ce que l'autrice avait mis en place et la façon, encore une fois, dont elle le présentait, donc c'était absolument génial. Si vous voulez un petit peu plus de détails dans la narration sans trop spoiler, on va suivre plusieurs points de vue différents qui ont du coup un lien avec cette mégalopole personnifiée, que je ne vous révélerai pas non plus, je pense que c'est dans le résumé, mais j'étais très contente de le découvrir pour le coup, et je trouve que c'est vraiment très chouette la façon dont c'est fait et la façon dont ça personnifie réellement cette mégalopole et toutes ses implications et toutes ses intrications. Ça a un petit côté, en ce sens, American Gods de Neil Gaiman, où il y avait cette personnification, cette déification de choses abstraites et de concepts, donc de dieux un petit peu plus modernes, type internet, etc. Là on est un peu, je trouve, dans ce même côté et avec un système de magie qui repose également sur des concepts, sur des choses un petit peu impalpables mais qui font partie de l'identité d'une ville, de la façon de fonctionner d'une ville et des choses qui font qu'une ville est une entité à part entière et qu'elle fonctionne comme telle. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a absolument ébahi, qui m'a retourné le cerveau, que j'ai trouvé passionnant, et c'est un système de magie que je trouve absolument fou. Ça va en plus permettre de parler de multiculturalisme, de brassage culturel et de population et
du coup des personnalités diverses qui rentrent en compte dans ces choses-là. Ça va parler d'art et de culture d'une manière générale. Il y a aussi énormément de représentations très très cool, notamment une représentation de transidentité que j'ai beaucoup appréciée et une représentation d'anxiété et même de troubles anxieux généralisés et de crise de panique qui était très chouette également. Les personnages sont bien nuancés, sont bien construits, sont très intéressants à suivre et sont assez peu manichéens, je trouve. Il y a un antagoniste qui est assez antagonisé, qui est pas inintéressant à ce niveau-là, et il y a d'autres nuances à apporter dans les différents personnages, et j'ai vraiment trouvé ça très chouette et très bien fait, mais de la même façon que pour La Terre fracturée, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs c'était très chouette parce que les personnages qui vont se croiser ont tous des âges différents, des backgrounds différents, des origines socioculturelles différentes, et ça va permettre d'une part de discuter des relations entre personnes si différentes et de racisme, de sexisme, de préjugés que peuvent avoir ces personnes envers les autres et envers d'autres personnes également. Et donc on va aussi s'atteler à ces questions de discrimination, qu'elles soient systémiques ou non, et ça encore une fois c'était très cool. Et d'une manière générale c'est un livre qui parle d'identité, que ce soit de personnes, que ce soit de quartier, que ce soit de cité, et qui est contre l'uniformisation, qui prône plutôt la différence, l'acceptation, la discussion, l'échange, la diversité culturelle, etc. Et c'est des messages qu'encore une fois je trouve extrêmement chouettes. Donc vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré ma lecture de bout en bout, même si encore une fois le début n'était pas extrêmement facile d'accès et qu'il m'a fallu quelques chapitres pour comprendre où j'étais, qui ils étaient, où on allait et ce qui se passait. Mais ça fait partie, je trouve, de l'expérience de lecture et d'une manière générale de l'expérience avec les livres de l'autrice. J'ai l'impression, même si je n'ai pas tout lu d'elle, il me reste du coup le deuxième tome de cette duologie et son dernier en date, Lune tueuse. Je crois qu'elle a fait d'autres livres avant, il faudrait que je me penche sur la question aussi, mais voilà, il y en a quelques-uns encore qu'il me reste à découvrir, ce qui me ravit absolument. Mais de ceux que j'ai pu découvrir en tout cas, elle est toujours un petit peu dans ce type de narration très particulière, très mystérieuse, qui nous tease juste suffisamment pour qu'on ait envie de continuer et de comprendre et de savoir, même si au départ c'est extrêmement flou. C'est toujours très bien réalisé encore une fois, et il me tarde de continuer cette saga. Ensuite, autre salle, autre ambiance, même si on est toujours dans un côté un petit peu étrange qui n'a absolument rien à voir avec le précédent, j'ai lu le premier tome des contes de Vérania, Le cœur de foudre de TJ Klune aux éditions Bookmark, qui est un beau pavé en papier puisqu'il fait presque 600 pages, que je n'ai pas lu sous ce format-là, une fois n'est pas coutume. Pour cette lecture en particulier, j'étais exclusivement, je crois, en e-book sur mon téléphone, puisque, je ne le répéterai jamais assez, la maison d'édition Bookmark a l'excellente idée de fournir l'e-book quand vous achetez le papier sur leur site internet, ce que je trouve extraordinairement intelligent et qui devrait, je pense, être beaucoup plus la norme dans l'édition d'une manière générale, d'autant que ça ne leur coûte probablement pas beaucoup plus cher. Bref, toujours est-il que j'ai eu une période où j'ai essayé de remplacer les moments où j'avais 2 minutes à tuer, où je scrollais désespérément sur Instagram et sur YouTube, par des moments de lecture où je lisais donc vraiment par tout petit bout, 1 minute par-ci par-là, et ce livre s'est extrêmement bien prêté à cet exercice et ça m'a permis de le finir assez rapidement d'ailleurs, puisque c'est une lecture très légère, puisque c'est une lecture très drôle, absolument pas prise de tête et très addictive, et donc ça marchait très bien pour juste 2 minutes par-ci par-là. J'avais envie en plus de m'y remettre, donc ça me permettait vraiment de ne pas penser à scroller et à me concentrer davantage sur ma lecture, donc c'était très chouette. Je n'ai pas recommencé cette expérience, mais il faudrait, parce que je recommence à scroller de façon incontrôlée et ça ne me fait pas plus de bien que ça et ça ne fait pas avancer ma pile à lire non plus, donc bref. Toujours est-il que pour cette lecture, on retrouve TJ Klune dans un style très différent de tous les autres livres que j'ai lus de lui pour l'instant, c'est-à-dire Le clan Bennett et La maison au milieu de la mer céruléenne. On en a un autre à lire pour le Book Club Explore Livre en ce mois d'août, donc je vais en découvrir un autre d'ici peu, mais en tout cas celui-ci était très différent des précédents. Beaucoup plus décalé, what the fuck, perché que les autres notamment. On est ici dans un univers de fantasy et
La scène d'introduction, c'est un monologue de méchant qui a capturé notre protagoniste, donc Sam, qui est l'apprenti du sorcier du royaume en gros, et qui se fait capturer tous les 4 matins par tous les mages dissidents qui croisent sa route manifestement. C'est un petit peu une de ses habitudes, et qui est accompagné dans ses péripéties par une licorne qui tousse des paillettes et qui parle et qui est aussi gay que Sam, parce que bien évidemment c'est TJ Klune, une grande partie des personnages sont homosexuels, et pas un géant qui est ma foi très mignon mais qui n'a pas forcément la lumière à tous les étages, et ça fait une troupe de joyeux lurons assez drôle à suivre et vraiment très très bien réussi. On garde quand même les types de personnages que l'auteur maîtrise très bien, notamment au niveau du personnage principal qui est relativement inadapté socialement, extrêmement extraverti mais pas avec énormément de filtres, et qui se retrouve encore une fois toujours dans des situations toutes plus rocambolesques les unes que les autres, qui a un énorme crush sur le grand commandant de la garde royale ou quelque chose comme ça, qui sent l'amour impossible à plein nez mais qui fonctionne extrêmement bien vraiment. Dès que je les ai vus ensemble, je me suis dit que le ship fonctionnait parfaitement, et ça a été effectivement le cas tout le long du récit. Donc voilà, ça va être l'histoire de Sam dans ses aventures de magicien et dans son apprentissage d'un certain nombre de choses, et de son histoire d'amour avec ce fameux Sir Ryan qui, encore une fois, était très bien fichu. Un bon slow burn comme l'auteur sait très bien les faire, même si un poil long peut-être à certains moments, notamment parce qu'il y a pas mal de choses qui reposent sur des problèmes de communication qui, voilà, ont un tout petit peu trop traîné en longueur à mon sens, mais sinon ça fonctionnait vraiment plutôt pas mal. L'humour, encore une fois, est extrêmement présent dans le récit. Alors c'est un humour très particulier auquel il faut adhérer. Personnellement, ça m'a un peu fait penser à Galavant, une série sur laquelle Juliette de la chaîne Livre et Sortilège a fait une vidéo il y a très peu de temps, que je vous remettrai en barre d'infos si j'y pense, et qui est globalement un humour très graveleux, très axé sur le sexe. Je n'ai jamais autant lu de blagues de cul que dans ces 500 pages, mais ça fonctionne bien dans le contexte, dans l'univers et dans la façon dont tout est traité. Ça m'a pas dérangé outre mesure, mais si c'est pas un humour pour lequel vous êtes très réceptif, ça va peut-être vous saouler parce que c'est vraiment omniprésent, notamment parce que du coup on va parler de la sexualité de Sam, mais également d'autres personnages sur lesquels parfois on se serait passé de détails. Typiquement, j'en ai appris beaucoup plus que ce qui était probablement nécessaire sur la sexualité de la licorne et d'un certain dragon qu'on rencontre au fil du récit. Si vous vous demandiez comment ça s'était passé pour l'âne et la dragonne de Shrek, je ne peux que vous inviter à découvrir ce récit. C'est un humour qui m'a bien plu, qui a bien fonctionné dans le mood de lecture dans lequel j'étais en commençant ce récit, et donc ça m'a pas du tout posé problème. Mais encore une fois, si c'est quelque chose qui ne vous fait pas particulièrement rire, je ne pense pas que ce soit le livre pour vous, parce que c'est vraiment une part très importante de celui-ci. Comme pour tous les romans de l'auteur, encore une fois, il y a de la représentation, il y a notamment de la transidentité, de la sexualité, on parle un petit peu de drag queen, de ce genre de choses, et c'est toujours très chouette à voir dans des romans, surtout en fantasy. Alors j'ai dit, il me semble, à plusieurs reprises que c'était de la fantasy young adulte. Il n'en est rien, vous l'aurez compris, hein, au vu des nombreuses blagues de sexe et de quelques scènes de sexe explicites et d'un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout tout public. C'est effectivement de la fantasy adulte, même si je dirais plutôt new adulte, parce que ça reste quand même assez jeune dans un certain nombre de thématiques et de sujets abordés. Les personnages sont mignons, les relations sont globalement très respectueuses et encore une fois assez caractéristiques de l'auteur globalement. De même que son style, on va retrouver des phrases assez courtes, assez simples mais assez impactantes, et vraiment ce style qui est parfois un petit peu haché mais qui rajoute du rythme dans la narration, je trouve. Donc voilà, dans l'ensemble c'était une très chouette lecture. J'ai adoré le découvrir comme ça, c'était complètement perché, complètement what the fuck, complètement décalé. Je n'ai jamais lu de la fantasy qui ressemble à celle-ci, mais ça fonctionnait extrêmement bien et j'ai beaucoup aimé les personnages, leurs relations, leur évolution. Je lirai la suite avec grand plaisir pour voir comment ils évoluent.
et je vous en reparlerai le moment venu. Ensuite, on va continuer finalement dans la romance et l'humour, mais en contemporain, avec le deuxième tome de Campus Driver de C.S. Quill, Book Boyfriend aux éditions Hugo Roman, qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps, puisque je l'ai acheté juste après avoir fini le premier tome, il me semble, et ça fait un moment, mais je me suis enfin décidée à le sortir dans une petite fringale de romance estivale. Et c'était une très chouette lecture également. J'avoue l'avoir un tout petit peu moins apprécié que le premier tome. Je pense que je n'étais pas tout à fait dans le mood pour le lire non plus, et il y a des petits moments où l'humour m'a un petit peu moins convaincue que ce n'a été le cas précédemment. Il y a des petites réflexions notamment avec lesquelles j'ai eu un petit peu de mal et qui ne m'ont pas forcément fait rire, mais pour le reste j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Ici on va donc suivre Donovan, qui est un autre membre des Campus Drivers, donc un groupe de jeunes adultes à l'université qui ont créé une application de transport de taxi, en gros un espèce d'Uber mais pour leur campus, et qui donc ont énormément de succès avec les filles, puisqu'ils sont tous relativement séduisants et qu'ils savent bien en profiter. Sauf que au début du récit, Donovan se remet un petit peu en question, et notamment dans ses relations avec les filles, et décide de devenir le parfait petit ami, le parfait book boyfriend, et va donc demander à la spécialiste autoproclamée, ou en tout cas conseillée par des amis à lui, je crois, comment faire pour devenir ce parfait petit ami, par rapport notamment à tous les livres de romance qu'elle dévore au quotidien. Et ça va donc bien évidemment être le début de leur relation, où initialement il va plutôt se prendre des râteaux, puisque elle est pas très motivée pour l'aider, elle comprend pas particulièrement pourquoi il lui demande des conseils, et ça a l'air d'être un petit peu foireux comme histoire. Il revient énormément à la charge d'ailleurs, et c'est une des choses que j'ai apprécié dans le récit, c'est que cette espèce de harcèlement répété, et ce malgré les refus de Carrie, donc le personnage féminin, sont vraiment dénoncés comme tels, comme étant du harcèlement, comme n'étant pas normal, comme n'étant pas une façon normale de faire les choses, et c'est malheureusement trop rarement dénoncé, notamment dans les romances. Je vous ai parlé très récemment de Wait Sec, où à mon sens il y avait vraiment cette question de harcèlement qui n'était pas du tout traitée, et là c'était le cas, et ça fait plaisir à lire, et ça permet du coup d'avoir un début beaucoup plus sain à la relation, ce qui est toujours appréciable, d'autant que après c'est assez drôle, puisqu'il se retrouve à participer au club de lecture de romance de Carrie, à discuter de clichés de romance, de couvertures de romance, et notamment de ces couvertures de torse d'hommes nus qui sont absolument affreuses, ce qui m'a bien fait rire d'ailleurs, parce que c'est publié chez Hugo, qui n'est pas en reste en ce qui concerne les couvertures de torse d'hommes nus. C'était un petit peu cocasse pour un livre publié chez eux, mais bref, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé cet aspect lecture, cet aspect lecture de romance, et des petites critiques et des petites piques sur les clichés de cette littérature, ce qui est d'autant plus drôle quand c'est un livre de romance, quand c'est un livre de romance qui joue avec les 10 clichés, et ça fonctionnait plutôt pas mal à ce niveau-là. Globalement, j'ai bien apprécié la relation, je les ai trouvés relativement mignons, ils fonctionnaient plutôt bien tous les deux, et la tension était assez présente, donc c'était très chouette. Mais il y a quand même des petites choses qui m'ont un peu gênée, notamment en termes de jalousie et de problèmes de communication, qui étaient un petit peu faciles pour ajouter du piquant à la relation, et des péripéties qui n'étaient pas forcément hyper nécessaires non plus. Bref, j'ai globalement bien apprécié cette lecture, j'ai bien apprécié l'humour, j'ai bien apprécié le contexte et les personnages. Je regrette des petites réflexions qui étaient un peu limites à mon sens, et ces problèmes de communication qui sont toujours un petit peu redondants pour moi dans les romances, mais c'était un très chouette tome 2, je lirai la suite avec grand plaisir quand je serai dans le bon mood, et en tout cas c'est une très chouette série de new romances françaises si vous cherchez des romans de ce genre. Ensuite on va passer à des lectures beaucoup plus récentes, et notamment l'Explora Livre VO du mois de juillet, que j'ai terminé juste avant le live, et dont on a donc déjà parlé avec Juliette et Lucie, Amari and the Great Game de Bibi Alston, qui est donc le deuxième tome de la saga Amari, qui est de la fantasy jeunesse, qui a été traduit en français chez Bayard. Les 2 premiers tomes sont sortis pour l'instant, le 3e est annoncé en VO pour février 2024 maintenant, il me semble, il a été un petit peu repoussé, et on avait lu le premier tome pour l'Explora Livre du mois de juin, je ne sais plus, non un peu avant.
du mois d'avril, je ne sais plus. Bref, on l'avait lu il y a quelques mois et on avait mis celui-là ensuite parce que le premier tome était plutôt très chouette et celui-ci n'a pas démérité puisque je l'ai encore plus apprécié que le premier qui était à mon sens un tout petit peu trop jeunesse et pour lequel j'avais vu venir certains rebondissements, certains retournements de situation qui ne m'avaient donc pas tant surpris que ça. Ici, d'une part, je l'ai lu très vite puisque, encore une fois, je me suis réveillée un petit peu tard et je l'ai enchaîné finalement sur toute la journée du live pour le finir quelques heures à peine avant celui-ci. Donc j'étais vraiment à fond dedans, c'était très addictif, ça fonctionnait très bien. C'est du jeunesse, donc le niveau d'anglais est très accessible et ça se lit très bien également. Et j'ai beaucoup aimé l'intrigue de ce deuxième tome. Je ne vais pas trop vous spoiler parce qu'encore une fois c'est une suite de saga, mais dans le premier volume d'Amari on rencontre donc Amaru Peters qui est une ado qui est dans un collège ou un lycée, je ne sais plus, dans lequel ça ne se passe pas très bien, qui est harcelée parce que elle est boursière, elle est noire et c'est un lycée assez réputé et notamment assez riche dans lequel les autres ne sont pas extrêmement tolérants. Et en plus de ça, son grand frère dont elle est très proche a mystérieusement disparu depuis quelques mois, ce qui l'inquiète beaucoup et à raison. Les vacances d'été approchent, elle va être libérée de cet établissement scolaire avec lequel elle a de plus en plus de mal et elle va être propulsée par un concours de circonstances et une succession d'événements un petit peu étranges dans un espèce de programme d'été pour jeunes pour lequel a priori son frère s'est porté garant pour elle et où elle va se rendre compte que la magie existe, qu'il y a une espèce de monde parallèle qui cohabite avec le nôtre, etc. Et elle va donc mettre le pied dans cet univers, essayer d'y trouver sa place et continuer à enquêter sur la disparition de son frère. C'était encore une fois une très chouette lecture, une très bonne introduction, mais j'ai trouvé que ce deuxième tome était bien au-dessus du précédent. L'enquête notamment qui va se jouer dans ce deuxième volume était très chouette, très bien construite, avec vraiment tout ce qu'il faut d'indices pour se poser des questions et tendre vers une certaine réponse, mais en fait finalement peut-être que c'est pas si simple, etc. Enfin, c'était vraiment très bien fichu à ce niveau-là, et notamment pour du jeunesse. Pour le coup, j'ai été assez surprise du dénouement et de la façon dont c'était fait. Et il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas, ce qui est vraiment très agréable. D'autant que c'était, encore une fois, bien construit, cohérent, donc parfait. Il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu fait penser à Harry Potter, comme ça avait pu être le cas pour le premier volume, mais au tome un petit peu plus mature de Harry Potter, typiquement le 5 et le 6, et notamment pour les thématiques qui sont abordées en termes de pouvoir, de prise de pouvoir, de jeu de pouvoir, de tolérance, de discrimination, de contrôle des foules et contrôle de l'opinion publique aussi, de toutes ces choses-là qui, encore une fois, sont très intéressantes à traiter dans un livre jeunesse, je trouve. On va continuer à parler aussi de harcèlement, de tolérance, de discrimination, de sujets qui ont globalement l'air d'être très chers à l'auteur et qu'il traite très bien, je trouve, notamment avec tout ce qui est incitation à la haine. Il y a une petite référence à la lettre écarlate, notamment à mon sens, qui fonctionne extrêmement bien et qui, encore une fois, est très intéressante. C'est le cas de toute façon de tous les personnages et de leur psychologie que j'ai trouvé assez peu manichéenne, ou en tout cas assez intéressante, encore une fois, pour du jeunesse. Typiquement le personnage d'Amari, dont j'ai beaucoup aimé l'évolution et la construction, et c'était très cool de continuer à découvrir l'univers et d'en apprendre plus sur celui-ci. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le 3e volume qui, encore une fois, sort en 2024, qu'on lira de toute façon pour Explora Livre à ce moment-là et dont on vous reparlera. Si vous voulez nos avis encore plus détaillés avec Juliette et Lucie, je vous laisse encore une fois le live où on en a bien discuté, même si on a un petit peu digressé ensuite, en barre d'infos. Le dernier livre de cette vidéo, je vous en ai déjà un petit peu parlé puisque je l'ai commencé à l'occasion du défi lecture de juillet que m'avait proposé Lucie, ou en tout cas d'une des consignes de celui-ci, puisqu'elle m'avait mise au défi de lire une uchronie. J'avais sorti Le Maître des Djinns de P.J. Clark de ma pile à lire, donc qui est publié chez La Talente et que j'ai dans la très jolie édition hardback, sauf que même si je l'avais bien avancé, je ne l'avais pas tout à fait fini au moment de publier le vlog, et je vous avais dit que je vous en reparlerai pour vous donner mon avis final.
Comme je le disais, on est ici dans une uchronie puisqu'on va se retrouver au Caire en 1912. On va suivre le personnage de Fatma qui est enquêtrice, qui se promène en complet veston et a un style absolument merveilleux et qui est enquêtrice pour le bureau du surnaturel, alors je sais plus exactement, du ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles si vous voulez l'intituler exact, qui va donc être le lien entre le Caire normal et les entités un petit peu plus magiques, donc tout ce qui est djinns, démons, etc. puisque c'est un univers où ils cohabitent avec le commun des mortels. C'est absolument connu et convenu et la société fonctionne très bien comme cela, notamment grâce à ce ministère qui est là pour maintenir un petit peu l'équilibre. Et dans cet univers alternatif, dans cette chronologie alternative, ces êtres surnaturels ont permis au Caire et à l'Égypte d'une manière générale d'être indépendante beaucoup plus vite que ce n'a été le cas pour notre monde à nous, et d'avoir une technologie, d'avoir une avancée et une place dans les puissances mondiales beaucoup plus importante que ça n'est le cas dans notre monde actuel, encore une fois. Donc c'était très intéressant déjà à ce niveau-là en termes de société et de culture. On est ici dans de l'urban fantasy orientale avec vraiment un cadre très chouette, avec des odeurs, avec des saveurs, avec une ambiance très bien rendue. Et comme je le disais, on va suivre donc cette enquêtrice qui va devoir résoudre une enquête assez particulière puisqu'on va retrouver tous les membres d'une secte massacrée et de façon extrêmement bizarre. C'est la scène d'ouverture du livre qui est assez particulière et assez inquiétante globalement, en termes d'ambiance, ça se pose là tout de suite. Le reste est un petit peu plus léger, mais celle-ci n'était pas fun et qui va devoir se dépatouiller avec tous les indices qui sont plus ou moins cohérents dans celle-ci, et c'est une enquête que j'ai beaucoup apprécié suivre, que j'ai trouvé très bien construite, très logique et avec des indices qui se rassemblent progressivement et qu'on arrive aussi à dénouer nous en tant que lecteurs et à se poser des questions. J'avais compris ce qu'il en était un petit peu avant la résolution, donc j'ai pas été surprise de la fin de l'enquête et de la grande révélation. Cela étant dit, j'ai été assez surprise de la fin et de ce qui arrive ensuite, qui pour le coup était beaucoup plus surprenant, beaucoup plus original et que j'ai trouvé très chouette. Mais globalement, le scénario est très bien réussi, très bien réalisé et le rythme est très bien maintenu, je trouve. J'ai bien apprécié les personnages que j'ai trouvé relativement attachants. C'est pas le gros point fort du récit pour moi, c'est plutôt tout ce qui est univers, ambiance qui fonctionne extrêmement bien, mais ils étaient agréables à suivre, cela dit, d'autant qu'ils permettent un certain nombre de représentations très chouettes, typiquement les cheveux crépus et les soins à ceux-ci, des relations qui sont très sympas également, et notamment une relation FF, ce qui est toujours très cool parce qu'on en a pas beaucoup d'une manière générale et typiquement en fantasy. Une représentation également de religion et notamment de religion musulmane. C'est aussi l'occasion de parler de racisme, de sexisme, de féminisme, de la place des femmes d'une manière générale dans cette société qui est quand même relativement moderne mais qui n'est pas non plus tout à fait exempte de défauts. On va parler aussi d'anticolonialisme, de droit de vote, de toutes ces choses un petit peu sociales qui étaient très bien traitées à mon sens, et encore une fois dans un univers que j'ai beaucoup apprécié, qui à mon sens tient un petit peu du steampunk oriental, avec un système de magie plutôt bien construit et tout un rapport aux illusions et aux paraîtres qui était très chouette, un petit peu d'humour et notamment de répétition qui fonctionne très bien et qui m'a bien plu et qui cadre très bien dans l'univers et le contexte également. Globalement, vous l'aurez compris, ça a été une très chouette lecture pour moi, dans ce que je qualifierais sans aucune honte de bitlist historique oriental, puisque on est dans de l'urban fantasy avec des créatures fantastiques, notamment des djinns, etc. dans une grande ville, dans une mégalopole, avec une enquête, avec un personnage féminin assez badass, avec des combats, etc. On est typiquement dans tous les codes de la bitlit et ça fonctionne très bien et c'est très chouette. J'ai beaucoup apprécié le style d'écriture également, et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma lecture que c'était pas un tome unique, c'est un livre qui s'inscrit dans une série dont pour le moment 2 novellas sont parus précédemment et vont développer des événements qu'on entreaperçoit, en tout cas qu'on évoque dans ce
tome-là, donc c'était très chouette de se rendre compte qu'il y avait un petit peu plus que cette histoire isolée et qu'il y avait un contexte, qu'il y avait d'autres personnages qui avaient été développés précédemment ou qu'ils seront ensuite. Donc voilà, moi je trouve ça toujours très chouette de découvrir qu'il y a plus, qu'il y a autre chose. Même si c'est encore une nouvelle saga commencée, comme j'ai beaucoup aimé l'univers, le contexte, etc. je me pencherai sur les novellas avec grand plaisir et je vous en donnerai des nouvelles à ce moment-là. Voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres tomes des sagas que j'ai présentés, notamment parce que finalement j'ai commencé 3 sagas pour ces dernières lectures, donc c'est pas forcément une excellente nouvelle pour mes sagas en cours, mais c'était de très chouettes découvertes, donc tant pis, n'hésitez pas à me donner envie de les poursuivre assidûment, ce serait pas mal. N'hésitez pas également si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps, je suis toujours très curieuse de vos recommandations. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.